Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera essentiellement politique, notamment le processus électoral qui conduira à la présidentielle d'octobre prochain. C'est dans un peu plus de 2 mois, précisément dans 79 jours. Dans la première partie de cette émission, avec l'arbitre principal de cette compétition électorale, nous évoquerons aussi le parrainage citoyen, les différentes étapes qui meubleront le processus jusqu'à son terme. Et dans la deuxième partie, on fera un tour d'horizon de l'actualité avec le porte-parole principal du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Tout de suite, nous commençons par le processus électoral et pour en parler, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir chez vous, pour vous, Ibrahim Kouibiar Koulibaly, il est le président de la Commission électorale indépendante CEI. Bonsoir et bienvenue, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Biarasouba. Et pour mener justement cette interview de journalistes pour m'accompagner, Antoine Assaletier-Moko, journaliste, directeur général de l'Éléphant déchaîné. Bonsoir Antoine. Bonsoir Ali. Félix Boni, journaliste éditorialiste également présent. Bonsoir Félix. Bonsoir Ali. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le Président de la CEI, vous êtes à la tête de l'institution depuis septembre 2019. Aujourd'hui, comment vous vous sentez à la tête de cette institution qui doit organiser la prochaine présidentielle ivoirienne? Je me sens en mission. La Commission électorale indépendante, conformément à la Constitution, a pour mission d'organiser les élections. C'est dans cet état d'esprit que je me trouve à la tête de la Commission électorale indépendante et soutenu bien entendu par les autres commissaires centraux. Donc nous sommes prêts pour notre mission. Très bien. Alors cette semaine, des partis et groupements politiques de l'opposition étaient réunis mercredi au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA. Face à la presse, l'opposition ivoirienne a dénoncé la partialité de la CEI, la Commission électorale indépendante, et de son président, vous donc. Je vous propose d'écouter celui qui a fait la déclaration au nom de cette coalition de l'opposition, Dr Aka Aizi, et on en parle juste après. La démission sans délai du président de la Commission électorale indépendante, CEI, en raison de son échec patent lors de l'opération de révision de la liste électorale 2020, comportant de nombreux cas de fraude, démontrant ainsi son incapacité à produire une liste électorale fiable, de nature à permettre des élections justes, transparentes et crédibles. Il s'est aussi rendu coupable d'un délit d'initié par son choix délibéré d'utiliser un opérateur technique, militant avéré du RHDP unifié, dans le cadre du processus électoral, entachant ainsi son impartialité et sa crédibilité. Vaudou Communication détient une version du fichier électoral pouvant être manipulée. Monsieur le Président, comment vous réagissez? Ce sont des accusations fortes. Oui, bien sûr, ce sont des accusations fortes. Mais les arguments qui soutiennent cette accusation sont les suivants plutôt. Fraude sur la liste électorale, parce qu'on a constaté certainement qu'il y a des personnes qui ne méritaient pas d'être sur la liste électorale, d'où la fraude. Et puis ensuite, le délit d'initié. Voilà les deux arguments qui sous-tendent un peu leur action. Pour ce qui est du premier argument, la fraude, il faut rapporter la preuve de la fraude. Vous savez, lorsque nous avons organisé la révision de la liste électorale, elle comprend 3 étapes. La première est celle de collecter les données des personnes qui désirent s'inscrire sur la liste électorale. La deuxième, elle est relative au traitement des données recueillies. Et la troisième, la production des documents électoraux. Et le traitement permet d'expurger la liste de toutes les irrégularités. Nous le faisons de bonne foi. Et lorsque nous finissons de traiter la liste électorale, nous l'affichons. Mais avant de l'afficher, nous prenons soin d'en donner copie aux partis politiques, à l'effet pour ceux-ci d'examiner cette liste et d'y déceler, bien entendu, les irrégularités qui peuvent y être. Ce sont ces irrégularités qui sont mises en avant par le porte-parole de l'opposition qu'on entend. C'est pour cette raison que le contentieux a lieu. Il ne s'agit pas de venir faire un point de presse pour dire qu'il y a des irrégularités. Il faut les porter à la connaissance de la Commission électorale indépendante pour que celle-ci vérifie si ces irrégularités sont avérées pour les enlever de la liste électorale. La démarche n'a pas été faite? Mais non.
Jusqu'à preuve du contraire, il y a certaines personnes, par civisme, l'ont fait. Nous avons eu un monsieur qui a saisi la commission électorale indépendante à l'effet de sortir de la liste électorale tous ses parents décédés, en nous donnant la liste de tous ses parents qui sont décédés avec leur numéro de carte d'électeur. À Dabou, par exemple, le président du conseil régional, par le biais d'un de ses collaborateurs, a saisi la commission locale pour demander qu'on sorte de cette liste des personnes que lui considère comme étant des étrangers. Et nous sommes en train d'examiner. Alors si vous avez constaté qu'il y a des mineurs qui sont sur la liste électorale, à Kuibli, mais il faut saisir la commission locale de Kuibli pour que celle-ci enlève cet enfant de la liste électorale. Et c'est tout le sens de la remise de la liste électorale aux partis politiques. Figurez-vous, M. Derassouba, le code électoral prescrit que la liste électorale est remise aux partis politiques à leurs frais. Mais nous l'avons fait à nos frais. Parce que nous voulons que cette liste soit transparente, permettant ainsi aux partis politiques de jouer leur partition. Mais ce n'est pas une œuvre de la commission électorale seule. C'est une œuvre de tout le monde. Voilà pourquoi le code électoral prescrit que tout électeur, c'est-à-dire toute personne inscrite sur la liste électorale, peut demander l'inscription d'un citoyen sur la liste électorale, ou demander sa radiation, ou demander une rectification. Donc il ne s'agit pas de venir faire un point de presse pour brandir des irrégularités, mais c'est tout l'effet de la remise de la liste électorale à ces partis politiques. Nous les attendons. C'est tout le sens du contentieux. Vous les attendez, la révision est terminée depuis mardi. Eh bien voilà. Président, oui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'opposition qui s'est réunie en conférence de presse le mercredi n'avait pas, au moment où il faisait la conférence de presse, 24 heures après la clôture de la révision du contentieux, n'avait déposé aucun document, aucun recours pour attester que tout ce qu'il disait, les fraudes dont il parle sur les mineurs, les étrangers, des personnes qui n'ont ni de père ni de mère, tout ça, ils n'ont fait aucun recours à votre connaissance au moment où il faisait la conférence de presse. Non, moi je ne peux pas le savoir. Mais quand ils viennent dire, dans un point de presse, qu'ils ont constaté des irrégularités, qu'ils disent en même temps que nous avons saisi la commission électorale à cet effet et que voilà le comportement de la commission électorale. C'est ça. Mais il ne suffit pas de venir dire. Parce que nous, quand vous êtes réclamant, nous on ne demande pas qui vous êtes de quel parti politique. Nous recevons votre réclamation, nous l'examinons à l'aune de la loi et puis nous en tirons les conséquences. C'est comme ça que ça se fait. Nous ne savons pas si c'est le RHDP qui a déposé, si c'est EDS qui a déposé ou si c'est le PDCI qui a déposé nos réclamations. Parce que ce n'est pas ce que la loi demande. La loi demande, la seule condition que la loi impose, c'est d'être électeur, c'est-à-dire d'être inscrit sur la liste électorale. Vous pouvez le faire. Donc, quand ils viennent dire qu'ils ont constaté des irrégularités sur la liste électorale, mais qu'ils disent en même temps que fort de cela, nous avons saisi la commission électorale locale. Et voilà ce que la commission électorale a dit. Mais ils ne disent pas cela. Ils ne disent même pas qu'ils ont saisi la commission électorale. Ils brandissent des irrégularités. Mais le législateur, conscient de ces irrégularités, voilà pourquoi il ouvre droit au contentieux. Sinon, le contentieux n'a pas son sens. Je vous ai déjà dit que la liste électorale fait l'objet de 5 filtres. D'abord, à l'occasion de l'enrôlement. Quand vous arrivez dans notre guichet, il y a un agent qui vous pose la question de savoir, de produire un document qui atteste que vous pouvez être sur la liste électorale, à travers votre carte d'identité pour apprécier votre majorité, pour apprécier votre nationalité, et puis ensuite, vérifier par la suite si vous jouissez de vos droits civils et politiques ou si vous n'êtes pas condamné par voie de justice. Et c'est fort de cela que vous êtes inscrit. Si, par extraordinaire, vous échappez à ce filtre, il y a le traitement. Le traitement qui permet d'expurger la liste de toutes les scories qui peuvent y être. Et ce traitement est fait par la commission électorale indépendante. Et c'est à la suite de ce traitement que nous affichons la liste électorale pour ouvrir droit au contentieux. Et nous remettons, alors que c'est aux frais des partis politiques, mais gracieusement nous remettons la liste électorale entre les mains des partis politiques. Il vous souvient que nous l'avons fait le 29 juillet. Alors, ça permet aux partis politiques de vérifier chez eux si effectivement il y a des gens qui sont sur la liste électorale qui ne méritent pas d'y être ou il y a des gens qui devraient y être qui n'y sont pas. Ou venir demander la rectification qu'il faut. Et après cela, le contentieux ouvert, vous saisissez la commission électorale indépendante. Ce qui fait le 4e filtre. Et le 5e filtre, si la commission rend une décision qui ne vous satisfait pas,
il vous est loisible de saisir la juridiction de droit, le président de la juridiction du ressort de la commission locale, devant laquelle juridiction vous portez votre réclamation. Voilà les 5 filtres. Donc il leur est loisible de révéler en disant que vous avez constaté des centenaires sur la liste électorale, mais il n'y a pas un acte de bravoure quelconque. C'est ce que la loi vous demande de faire. Mais venez porter cela à la connaissance de la commission électorale indépendante, qui a conscience de ce qu'elle peut se tromper. Ça peut être une erreur. Mais quand on parle de fraude, la fraude, c'est un acte irrégulier posé volontairement. Est-ce qu'ils ont la preuve que nous avons l'intention de tromper la loi? Il ne suffit pas de proclamer haut et fort qu'il y a des irrégularités. Il faut les porter à la connaissance de la commission électorale et attendre la décision. Et comme je vous l'ai dit, il y a un monsieur qui est venu nous dire qu'il a des parents qui sont décédés. Il a demandé la radiation de ses parents avec des actes de décès à l'appui et leur numéro de carte d'électeur. Et le président du conseil régional l'a fait également à Dabou. Très bien. Donc vous expliquez que tout cela devait se faire dans le cadre du contentieux sur la liste électorale. Félix Boni? En tout cas, ce serait vraiment grave si, après avoir fait cette dénonciation publique, l'opposition n'a pas saisi la CEI sur ces irrégularités. Président, ce que je voulais savoir, comme ils ont indexé des faits bien précis, est-ce qu'avant de venir sur le plateau, vous avez eu l'occasion de vérifier pour qu'on sache que l'opposition est de bonne foi ou de mauvaise foi? Je vais parler de ces faits qu'ils ont relevés pour lesquels ils réclament votre démission. Mais, monsieur le journaliste, vous voyez, il y a 7 500 000 personnes sur la liste électorale. Vous venez, vous dites qu'à Kubli, il y a un enfant de moins de 1 an qui se trouve sur la liste électorale. Mais il y a plusieurs centres d'enrôlement à Kubli. C'est où? C'est où? Donnez-nous les éléments. Vous avez trouvé des personnes qui ne méritent pas. Vous avez dit par exemple qu'il y a un couturier qui se trouve à Bobo. Mais vous savez combien de centres d'enrôlement il y a à Bobo? On parle aussi d'un nombre impressionnant de ressortissants de pays de la sous-région. Mais je suis d'accord. Mais qu'ils viennent avec des documents, saisis la commission électorale indépendante, dit voilà, nous sommes partis saisis, voilà le récépissé qui atteste que nous avons porté notre réclamation à la connaissance de la commission électorale indépendante. Mais c'est cela l'enjeu du contentieux. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des étrangers. Je vous ai dit, le président du conseil régional de Dabou l'a fait. Et nous sommes en train d'examiner, parce que le président, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il nous a produit la copie intégrale de certaines personnes que lui considère comme étant des étrangers, qui sont inscrits sur la liste électorale. Mais nous allons prendre cette copie intégrale pour voir si ces personnes qui figurent sur la copie intégrale sont les mêmes qui sont sur notre liste électorale. Quand on fait le croisement, on les sort. Mesdames et messieurs, dites-moi, quel est l'intérêt pour la commission électorale d'avoir des étrangers sur la liste électorale? Pourquoi? On vous dira que le ministre Adjumani avait essayé de dire au cours de cette conférence de presse que le ministre Adjumani avait déjà lancé qu'on va enrôler des étrangers pour gagner les élections. Donc la CEI serait donc complice de cette... Mais non, vous savez, on ne peut pas enrôler d'étrangers pour la simple raison que la loi dit que pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être d'abord ivoirien, il faut être âgé de 18 ans, il faut jouir de ses droits civils et politiques et n'étant frappé d'aucune incapacité. Voilà ce que la loi dit. La loi n'a jamais dit qu'un étranger peut être inscrit sur la liste électorale. Et il y a le cas des naturalisés. Même les naturalisés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas ivoirien et vous demandez la nationalité ivoirienne. Lorsque le décret portant votre naturalisation est établi, vous ne pouvez même pas directement vous inscrire sur la liste électorale. Vous devez respecter le délai de combien de temps? De 5 ans pour être électeur et de 10 ans pour être candidat. Vous voyez? Et tout ceci est vérifié. Maintenant, si par extraordinaire, ces personnes se retrouvent sur la liste électorale, mais c'est un acte civique que de venir porter à la connaissance de la commission électorale l'existence de ces personnes indûment inscrites sur la liste électorale. C'est tout l'enjeu du contentieux. Voilà. Et qu'ils viennent nous dire, parce que quand vous venez faire des réclamations, qu'ils nous disent, voilà la fiche de réclamation. Parce qu'on remet une fiche de réclamation. Pourquoi vous demandez votre inscription? Pourquoi vous demandez la radiation? Et puis qui vous êtes? Est-ce que vous remplissez les conditions pour demander la radiation? Parce qu'il faut être électeur pour demander la radiation ou l'inscription. Et il y a une fiche qui est établie à cet effet. L'opposition demande effectivement, en effet, que cette liste soit soumise à un audit international. Je sais que dans un pays de la sous-région, notamment le Niger, qui a soumis sa liste électorale pour la transparence des opérations,
à l'OIF. Est-ce que notre commission électorale est prête éventuellement à soumettre cette liste à un audit pour éviter toute forme d'interprétation politique? Moi, je n'ai pas de souci avec cela. Mais commencez déjà par exécuter les dispositions de votre loi nationale, qui est celle de porter à la connaissance de la commission électorale indépendante les irrégularités qui s'y trouvent. Vous trouvez que c'est normal que vous fassiez confiance à une structure extérieure alors que la loi vous donne la voie pour extirper de la liste électorale toutes les irrégularités? Moi, je ne comprends pas. Maintenant que le contentieux sur la liste électorale est fermé, Oui. est-ce qu'il y a moyen de revoir ces choses ou c'est terminé, c'est terminé? Mais c'est la loi. C'est la loi qui le dit. Ce sont des responsables. Parce que cela fait près de 2 mois où nous avons expliqué le mode opératoire. On a dit que la révision de la liste électorale comprend 3 grandes étapes. La collecte des données, le traitement, l'affichage, le contentieux et puis la production des documents électoraux. Ça a été dit plus d'une fois. Nous avons fait la sensibilisation. Nos commissaires, mes collègues commissaires sont partis sur le terrain. Ils ont sensibilisé nos parents. Ça s'est dit en langue locale. Les chefs coutumiers, les préfets et autres ont sensibilisé la population sur le contentieux. Président, oui. L'opposition vous demande aussi, c'est un autre reproche, oui. Et vous reproche d'avoir retiré de la liste électorale des présidents qui sont membres de leur coalition, notamment le président Soro Diom, le président Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, et un certain nombre d'Ivoiriens qui sont de leur bord, que vous auriez retiré sans raison de la liste électorale. Et on vous demande de les réinscrire incessamment. Qu'est-ce que vous dites de cela? Alors, je vous explique. Lorsque nous avons initié l'opération de la révision de la liste électorale et que nous avons collecté les données, à l'étape du traitement, nous avons écrit une lettre au ministre de la Justice et au ministre de l'Administration du Territoire. Pour le premier, c'est-à-dire le ministre de la Justice, de nous donner la liste de toutes les personnes qui ont été condamnées ou déchues de leurs droits. Ensuite, au ministre de l'Administration du Territoire, de nous donner la liste de toutes les personnes qui sont décédées. Parce que la radiation ne se fait pas selon l'humeur de la commission électorale indépendante. Elle se fait sur la base des documents. À cet effet, le ministre de la Justice nous a remis une liste des personnes condamnées conformément à l'article 4 du Code électoral, qui dit que les personnes qui perdent les électeurs qui perdent leur qualité d'électeur sont ceux qui sont frappés d'incapacité, notamment, pour avoir été condamnés pour crime, pour délit non assorti du sursis, vol, attentat à l'appui, détournement de deniers publics, escroquerie, abus de confiance, etc. Les faillis non réhabilités et les personnes déchues de leurs droits civils et politiques, etc. Et fort de cela, le ministère de la Justice nous a remis cette liste. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons soin de vérifier si ces décisions sont devenues irrévocables. Une décision est irrévocable quand elle n'est pas susceptible d'être remise en cause. Je n'ai pas dit qu'elle est devenue définitive. Une décision définitive, c'est celle qui dessaisit le juge parce que celui-ci a vidé sa saisine pour avoir examiné la question principale pour laquelle il a été saisi. Et une décision définitive peut faire l'objet d'une voie de recours, alors qu'une décision irrévocable ne peut pas faire l'objet d'une voie de recours, pour 2 raisons. Soit parce que la voie de recours est expirée, soit parce que la voie de recours a été exercée et ils n'ont pas eu gain de cause. Donc nous nous assurons donc que la décision est devenue irrévocable. Et fort de cela, nous tirons les conséquences. C'est-à-dire, s'il est établi que nous avons un certificat de non-appel au niveau d'opposition, nous tirons les conséquences immédiatement de ce que la décision n'étant plus susceptible d'être remise en cause, nous les retirons de la liste électorale. Alors, prenons cas par cas. Le cas du président Laurent Gbagbo, on vous dit qu'il a été condamné par contumace, que c'est une décision qui n'est pas définitive. Et pourquoi est-ce qu'il a été retiré et tout ça? Le cas d'abord du président Gbagbo. Le cas du président Gbagbo. Je vais compléter sa question. Là, je pose la question en même temps aux juristes, parce que quand je regarde l'article 4 du Code électoral qui établit la liste des non-électeurs, on parle des individus en état de contumace. Oui, et M. Laurent Gbagbo a été condamné par contumace. Quelle est la différence entre en état de contumace et par contumace? Et est-ce que son cas fait partie de ceux qui sont non-électeurs relativement à l'article 4? D'accord.
Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. C'est M. Blé Goudé qui a été condamné par contumace. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Alors je vous explique la nuance. Il est poursuivi pour des faits délictueux, des vols en réunion à main armée avec effraction. Finalement, il y a eu une réqualification. Il s'est rendu donc complice de ces faits. Il est bon que je précise que je n'ai pas qualité pour apprécier le contenu de la décision. Ce sont les effets de la décision dont je parle. Alors ici, monsieur le président Gbagbo a été donc condamné pour ces faits. Mais n'étant pas présent, il a été condamné par défaut. Défaut veut dire qu'il n'était pas présent, il n'a pas eu connaissance de la procédure. Donc c'est une faculté, c'est un droit qu'on lui reconnaît d'exercer une voie de recours supplémentaire. Parce qu'en principe, quand une décision est rendue, si elle est contradictoire, elle court à partir de son prononcé. Et vous n'avez qu'une seule voie, c'est-à-dire l'appel. Or, si la décision est rendue par défaut, en plus de l'appel, vous avez l'opposition. L'opposition qui signifie que vous demandez qu'on reprenne le procès parce que vous n'étiez pas présent. Donc la décision qui a été rendue par défaut devient caduque. Fort de cela, à l'occasion du procès de monsieur le président Gbagbo, son avocat, maître Bobré Félix, a saisi le tribunal d'une opposition. C'est-à-dire qu'il demande à ce que le procès soit repris. Une citation à prévenu est donc signifiée à l'avocat qui a sollicité l'opposition pour qu'on reprenne l'audience. Et à cette audience, le prévenu ne comparaît pas ni ses avocats, ce qui amène le juge à prononcer un jugement d'itératif défaut. Qui signifie quoi? Qui signifie que tu m'as demandé de reprendre l'audience, le procès, parce que vous n'étiez pas présent, j'ai repris l'audience, tu n'es pas non plus venu pour la deuxième fois. Donc je rends une décision d'itératif défaut. Mais quel est l'intérêt du jugement d'itératif défaut? Il emporte deux conséquences. La première, c'est que la décision par défaut contre laquelle vous avez formé opposition va s'appliquer à vous. Et la deuxième, c'est que vous n'avez plus de voie de recours d'opposition, il reste seulement que l'appel. Et l'article 560 dit que si un jugement est rendu par défaut, est rendu par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de la signification. Alors, fort de cela, le procureur de la République, qui est chargé de l'exécution des décisions de justice, va commettre un huissier, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, à l'effet de signifier cette décision qu'on appelle le jugement d'itératif défaut au prévenu. Il se rend à son domicile. Tout ceci est contenu, bien entendu, dans un procès verbal dressé par le commissaire de justice qui fait foi jusqu'à inscription de faux. C'est pour ça que je m'en sers. Alors, il se rend à son domicile. Et à ce domicile, où il ne trouve pas porte close, il trouve une dame du nom de Nambintou Ouattara, qui dit effectivement, c'est chez le président Gbagbo ici. Mais son avocat, c'est Maître Dagué Rodrigue. Il faut vous référer à ce dernier. Voilà son numéro. L'huissier, le commissaire de justice donc, rentre en contact téléphoniquement avec Maître Dagué, qui lui dit, oui, j'ai été l'avocat du président Gbagbo, mais je ne le suis plus. Désormais, adressez-vous à Maître Maintenon, qui est l'avocat de M. Gbagbo. Ce faisant, l'huissier se transporte au cabinet de Maître Maintenon, où étant et parlant, il le reçoit. Maître Maintenon le reçoit, et l'huissier lui dit ceci. Maître, êtes-vous l'avocat de monsieur le président Gbagbo? Il répond sur interpellation. Monsieur le président Gbagbo m'a fait l'honneur de me demander de l'assister, ce que j'ai accepté volontiers. Ce qui fait qu'il devient l'avocat de monsieur Gbagbo. Et fort de cela, l'huissier lui dit, je suis porteur d'un jugement d'itératif défaut le concernant. L'avocat lui répond, ah d'accord, si vous êtes porteur de cette décision, je ne suis pas habilité à récupérer cette décision, à recevoir cette décision. J'ai trois obligations qui sont issues du code pénal, du code de procédure pénale. La première, c'est que je suis tenu de déclarer mon identité. La deuxième, de donner l'adresse de mon client, ce qu'il fait. La troisième, de lui dire la durée de l'absence. Il dit, je ne peux pas vous le dire parce que il est à La Haye, je ne peux pas savoir combien de temps
il va y séjourner. Voilà les 3. Il dit, mais la 4e qui consiste à recevoir la requête, je ne suis pas tenu. Vous êtes tenu, vous, à votre tour, d'aller signifier cette décision à personne, à monsieur Gbagbo Alaye. Voilà ce que l'avocat dit. Et ce, conformément à l'article 560, que l'avocat lui-même, il invoque. Or, que dit l'article 560? L'article 560 dit ceci. Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de sa signification, quel qu'en soit le mode. Je dis bien, quel qu'en soit le mode. L'avocat dit que la seule signification qui vaille, c'est celle qui est faite à personne de Gbagbo, à la personne de Gbagbo. Or, on distingue plusieurs modes de signification. Le premier, c'est la personne elle-même. Le deuxième mode, c'est à domicile élu, c'est-à-dire chez son avocat. Puisque généralement, quand l'avocat présente sa lettre de constitution, il dit « Mon client, lequel élit par la présente et des suites élection à mon cabinet ». Deuxièmement, on peut faire la signification à parquet, lorsque on n'a ni domicile, ni résidence connue de la part de la personne concernée. On peut faire également la signification à mairie, quand on connaît l'adresse, mais qu'on n'a trouvé personne au domicile de la personne. Voilà en fait les différents modes. Très bien. Président, vous n'avez pas dit le nom de Maître Beaubré, celui qui a engagé la procédure. Oui. Pourquoi est-ce que le commissaire de justice n'est pas allé vers Maître Beaubré pour lui remettre? Parce que semble-t-il, Maître Beaubré se serait déporté. C'est-à-dire qu'il n'était plus l'avocat, à un moment donné. Il a indiqué d'ailleurs Voilà, tout à l'heure. je l'ai dit. Alors, Président, in fine, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que... Nous examinons les décisions qui nous sont données par le ministère de la Justice. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Bien, et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. Donc, Président, tout ce que vous venez d'évoquer, c'est dans le procès verbal que vous aurez reçu. Bien entendu, ça se trouve dans le procès verbal. Nous avons exigé cela. Parce qu'il ne suffit pas de nous donner une décision. L'acte que nous allons poser est tellement grave. De radier quelqu'un de la liste électorale, il faut qu'on s'entoure de toutes les garanties légales. C'est pour cette raison que nous avons exigé tout ça. Et le cas de Blé Goudé? Exactement, sur le cas Blé Goudé et Guillaume Soro. Ben, voilà. Par contre, Blé Goudé, lui, il a été condamné par contumace. Alors lui, lorsque il a été poursuivi et jugé, la décision a été signifiée par son avocat. Que dit la contumace? Blé Goudé nous saisit par le biais d'un de ses sympathisants, qui est également électeur. Il dit « Je n'accepte pas d'être soumis au régime de la contumace. » Parce que la contumace concerne les personnes dont l'absence n'est pas excusée par le tribunal. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui m'a déporté à La Haye pour être jugé par la juridiction de La Haye. Alors l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas me juger par contumace comme si il ne savait pas où j'étais. Donc je n'accepte pas d'être soumis au régime de la contumace. Deuxième argument, il dit, mais la décision n'est même pas devenue définitive. Parce que moi je n'ai pas reçu signification de cette décision. Il se trouve que lorsque le tribunal correctionnel, en fait en matière de crime, on dit contumace, ça s'appelle en droit français le défaut criminel. C'est la même chose, sauf que en matière de crime, on parle de contumace. Alors ici, le tribunal rend sa décision et va chez l'avocat de Blé Goudé, qui se trouve être M. Goïbi Irie Raoul. Et en son cabinet, délaisse copie de la décision portant condamnation de M. Blé Goudé. Et la loi dit, les dispositions du code de procédure disent que celui qui est condamné par contumace, le délai court à partir du moment où la décision est portée à sa connaissance. Y a-t-il meilleure personne que son avocat? Son avocat a été informé de cette décision. Fort de cela, le délai étant écoulé, nous en tirons les conséquences de sa radiation. Pour le cas de M. Guillaume Soro. Guillaume Soro, lui, il n'est pas condamné par contumace ni par défaut. Lui, il a eu une citation à comparaître. Sauf que, quand la décision a été rendue, quand il s'est agi pour l'huissier d'aller informer ses conseils, ceux-ci ont dit qu'ils n'ont pas reçu autorisation de la part de leurs clients
de récupérer l'expédition de la décision. Et vous savez bien que le refus d'accepter une expédition n'affecte en rien le délai de recours. Voilà pourquoi la décision a été exécutée, elle est devenue irrévocable à l'égard de ces 3 personnes. Conséquence, nous les avons radiés de la liste électorale. C'est du droit. Ce sont des tests qui commandent à cet acte. Je dis bien encore, ma mission ou la mission de la commission électorale indépendante n'est pas de savoir si ils sont coupables des faits qui leur sont reprochés. Il y a une décision de justice qui est rendue. Je m'assure de ce que cette décision est irrévocable et j'en tire les conséquences. Très bien, Président. Alors, après la fermeture du contentieux sur la liste électorale, la prochaine étape? La prochaine étape, alors quand on va finir le contentieux, nous allons immédiatement procéder à la validation des décisions qui vont être issues du contentieux. S'il y a des radiations, on va radier les personnes. S'il y a des inscriptions, on va les insérer et on va procéder à la production des documents électoraux, qui commencent par la liste électorale définitive, les listes d'émargement et les cartes d'électeurs. Pour quelle échéance? Pour le 25 septembre. 25 septembre, très bien. Non, j'allais poser une question par rapport à, juste pour faire un petit retour en arrière, par rapport à tous ces cas qu'on vient d'évoquer, Blé Goudé, M. Gbagbo, M. Soro. Est-ce que les avocats ont fait un recours pour qu'on les réinscrive sur la liste électorale? Mais bien sûr, c'est pour cette raison que j'en parle. C'est pour ça que j'en parle. Maître maintenant a saisi la commission électorale indépendante pour le compte de M. Gbagbo. Il y a M. Ouattara, comment on appelle, Kone Kiweli, qui n'est peut-être pas avocat, mais par la suite, les avocats se sont joints à cette procédure pour saisir pour le compte de M. comment on appelle, M. Soro Guillaume. Et puis M. Blé Goudé l'a fait par le biais d'un de ses sympathisants, mais qui remplit les conditions pour être saisi. Mais sinon, je ne serais pas en train de les radier. Ils nous ont saisis et j'ai demandé à ce que des éléments nous soient produits, aussi bien par la partie requérante que par le ministère de la Justice qui est parti à ce procès. Et c'est la confrontation de ces 2 éléments dont je vous ai fait état qui a justifié les effets qui consistent à la radiation de ces personnes sur la liste électorale. Une nouvelle donne cette année dans la présidentielle ivoirienne, le parrainage citoyen. Comment les choses, quels sont les retours que vous avez? Ça se passe bien. Ça se passe très bien. C'est vrai que le début était difficile parce que, effectivement, c'est une nouvelle institution dans le processus électoral. Mais nous avons sensibilisé, les commissaires sont partis par Mont et par Vaux, expliquer à la population ce que c'est que le parrainage, qui n'est rien d'autre qu'une caution qu'un électeur donne à une personne qui veut se présenter comme candidat à l'élection du président de la République. Que répondez-vous aux opposants qui estiment que le parrainage est une occasion de rendre la tâche plus difficile aux candidats de l'opposition? Mais moi, je n'ai pas de réponse parce qu'il faut bien préciser d'abord que le parrainage, c'est voulu par les partis politiques à l'issue du dialogue politique. Vous vous rappelez, il vous souvient qu'au sorti du dialogue politique, le parrainage figurait au point d'accord des partis politiques. Et c'est ensuite que ce parrainage a été inséré dans le code électoral, qui devient une loi de la République et qui s'impose à la commission électorale indépendante. C'est difficile, mais c'est tout comme la fonction de président de la République. Donc, pour être président de la République, si on vous demande déjà de commencer à vous habituer aux difficultés, il n'y a pas à se plaindre, parce que la fonction est très importante, je le pense. Autre vœu de l'opposition également, un éventuel report de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Cela est-il envisageable? Pour le moment, non. Tout ce que l'opposition nous a demandé, nous l'avons accepté. Ils ont demandé, pour ce qui est de la révision de la liste électorale, les documents à fournir pour s'inscrire sur la liste électorale. Ils ont proposé la carte nationale d'identité. Si vous n'aviez pas la carte nationale d'identité et que vous avez le certificat de nationalité, ça devrait suffire. Ensuite, si vous n'avez pas le certificat de nationalité et que vous avez une attestation d'identité, ça devait suffire. Ou le récépissé de la carte nationale d'identité. Ces 4 éléments, ils nous ont proposé ces 4 éléments que nous avons acceptés et nous l'avons proposé au gouvernement qui a pris un décret à cet effet. Ensuite, ils ont souhaité que tous les lieux de vote soient transformés en centres d'enrôlement. C'est ce que nous avons fait. 11 000 bureaux, centres d'enrôlement ont été créés à cet effet. Ils ont demandé que nous prorogions le délai. Nous leur avons dit, laissez-nous commencer d'abord. Si il y a de l'affluence, nous allons voir. Il vous souvient que nous avons prorogé plus d'une fois comment on appelle ça, l'opération de collecte des données.
Et puis, je vais vous informer que le contentieux devait prendre fin, la réclamation devait prendre fin le 7 août. Mais ils nous ont saisis pour dire que le 7 août correspondait à la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et que c'était un jour non ouvré. Donc ils ont sollicité que ces 2 jours, c'est-à-dire le jeudi où c'était journée continue et puis le vendredi où c'était chômé payé, de les reporter, ce que nous avons fait. De sorte que, comme on appelle, la réclamation a pris fin le 11 pour dire, en résumé, que nous avons plus ou moins accepté. Pour l'heure, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en train d'égrener le chronogramme tel que prévu par la loi. Est-ce que ce chronogramme ne pourrait pas être remis en cause avec les autres éléments que vous réclame la Cour africaine des droits de l'homme, notamment la recomposition de la commission, les commissions locales. Les commissions locales, y compris même la commission centrale où les membres de la société civile devraient pouvoir désigner leurs membres. Est-ce que ça ne va pas plomber un peu le calendrier que vous êtes en train d'exécuter? Non, pas du tout, parce que je vais vous expliquer pourquoi. L'article 18 de la loi portant composition de la commission électorale indépendante prescrit que le président de la commission électorale nomme, sur proposition des entités déterminées par la loi pour le faire, nomme donc les membres des commissions locales. À chaque fois qu'il y a une opération à mener. Donc, c'est un perpétuel recommencement. La première opération que nous avions à exécuter, c'était la révision de la liste électorale. La deuxième opération que nous allons bientôt entamer, c'est celle des opérations électorales. Donc, à cette occasion, nous allons procéder en exécution de l'article 18, dont je vous ai fait cas tout à l'heure, à la recomposition des commissions locales. Donc, pour nous, ça allait de soi. Et je l'ai dit plus d'une fois que nous appliquons la loi, mais celle-ci est conforme à la volonté de la Cour africaine des droits de l'homme qui est pas de reprendre les élections. Je dis bien, parce que si on reprend les élections, c'est que tout ce qui est issu des élections passées est nul. Il ne s'agit pas de reprendre les élections. Il s'agit tout simplement de repartir à nouveau avec une nouvelle opération. Parce que la loi dit, à chaque opération, on doit réorganiser les élections. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, du 16 au 28, nous allons procéder à la réorganisation des commissions locales par la désignation, par la mise sur pied des nouveaux bureaux. En attendant, bien entendu, que le PDCI désigne ses représentants. Donc, ça ne contrarie en rien du tout notre chronogramme. Est-ce que le PDCI a repris sa place à la commission centrale? Bon, pour le moment, nous avons reçu hier le décret portant nomination de la personne désignée par les soins du PDCI. Mais pour l'heure, il y a des formalités à accomplir pour que cette personnalité désignée puisse exercer au sein de la commission électorale indépendante. Il faut que celle-ci prête serment. Donc c'est cette formalité qui reste et puis bientôt elle sera parmi nous. Président, est-ce que ce serait vraiment facile pour la commission centrale de pouvoir, éventuellement, si la société civile décide de changer les membres qui sont là-bas, est-ce que ce serait vraiment facile? Parce que pendant ce temps, on voit que la commission centrale met en mission les représentants de la société civile qu'on voit à la télévision pour venir participer à des émissions. Est-ce que ce serait vraiment facile de changer les membres qui sont déjà habitués à travailler avec votre... Bon, ben ça, vous me dites que ce n'est pas facile. Ben moi, je me dis que tant que c'est contenu dans la loi, tant que c'est contenu dans les accords politiques, parce que nous avons 2 sources d'obligations, tant que ce n'est pas contenu dans ces dispositions, nous, on considère qu'on peut travailler. Mais sinon, de façon pratique, nous sommes déjà en train de travailler. Ces commissaires qui sont là ont été formés et nous sommes en train d'exécuter le chronogramme pour lequel ils ont été formés. La décision de la Cour africaine fait entendre également qu'il y a une sorte de déséquilibre par rapport aux élections que vous dites. Les élections ne vont pas reprendre, mais quand on regarde les têtes de pont au niveau des commissions locales, il semble qu'il y a un déséquilibre. Est-ce que là aussi, ça ne pose pas problème? Mais en réalité, quand on parle de déséquilibre, ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui a organisé cette élection. S'il y a déséquilibre, c'est qu'il est issu de la loi. Je vous explique pourquoi. Le code, ou bien la loi portant organisation de la commission électorale indépendante dit que les commissions locales sont animées par les personnalités ci-devant citées. 3 personnes pour le parti au pouvoir et les groupements politiques au pouvoir, 3 personnalités, avant bien entendu de la dernière modification, c'était 3 personnalités du parti et groupement politique au pouvoir, 3 personnalités de l'opposition,
et une personnalité de l'administration. Ça fait 7 personnalités. Ce sont ces 7 personnalités qui se sont réunies, qui ont organisé, conformément à la loi, des élections pour mettre en place le bureau. Et il se trouve qu'un parti politique a raflé la présidence de toutes ces commissions. Mais c'est le fait de la loi. C'est le fait de la loi. Maintenant, si vous trouvez qu'il y a un déséquilibre, mais c'est la loi qui l'a prescrit telle. Mais est-ce qu'il y a des équilibres quand la loi est respectée? Il se trouve que le PDC a un nouveau membre qui éventuellement vient gonfler le nombre de personnes, le nombre d'électeurs dans ces commissions locales. C'est pour cette raison que du 16 au 28, nous allons procéder à l'occasion des opérations électorales à une élection. Et à cette occasion, on va encore procéder à la mise en place des bureaux comme le prescrit l'article 18, comme je l'ai dit. Très bien. Monsieur le Président, nous sommes au terme de cet entretien, de cette interview. Nous sommes à 72 jours exactement de la prochaine présidentielle. Vous êtes optimiste? Bien sûr. Mais l'État de Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne, a désigné des pères de famille, des pères et mères de famille, pour animer ou bien pour exécuter une mission qui est celle d'organiser les élections. Mais nous avons accepté, mais nous sommes confiants dans l'exécution de notre mission. Et je le dis, moi j'aurais le profil bas, le chapeau bas, si bien entendu je n'étais pas dans l'exécution de ma mission en conformité avec la loi. Pour l'heure, nous faisons tout pour être en conformité avec la loi. C'est pour cette raison que j'invite les partis politiques. C'est bien beau d'animer les points de presse, mais exercer les voies de recours. Voyez-vous? Et c'est sur ce point que je voulais insister. Les décisions qui sont devenues irrévocables et qui ont des conséquences qui consistent à radier certains citoyens de la liste électorale, c'est parce que les voies de recours n'ont pas été exercées. Alors que M. Kibafori Guillaume est condamné par un tribunal de Côte d'Ivoire, il saisit la Cour africaine des droits de l'homme au lieu d'exercer des voies de recours en interne. Et il invoque devant la commission électorale indépendante que la décision le condamnant est contraire à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et contraire à l'article 123 de la Constitution qui prescrit que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés, dès leur publication, ont une autorité supérieure à la loi sous réserve de réciprocité. Mais ce n'est pas devant moi qu'il faut le dire. C'est devant la Cour d'appel qu'il faut le dire. Or, pour le dire devant la Cour d'appel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exercer la voie de recours. Mais ils n'ont pas exercé. Voilà le mal. Il faut exercer les voies de recours. Quand vous exercez les voies de recours, votre droit devient intact. Si un temps soit peu, ils avaient exercé ces voies de recours, évidemment, la commission électorale serait mal à l'aise d'appliquer des décisions qui étaient susceptibles d'être remises en cause. Et aujourd'hui, ces décisions, pour défaut de voie de recours, n'ont pas été exercées, se retrouvent être irrévocables et la conséquence, c'est la radiation. Est-ce que vous croyez que, honnêtement, je vais, par moi et par vous, demander à nos concitoyens de s'inscrire sur la liste électorale et trouver un malin plaisir à les irradier? Mais que non. Mais c'est parce que, tout simplement, ils ne font pas l'effort d'exercer le droit que leur législation leur donne. Voilà. Très bien. Oui, ça allait vous terminer en 30 secondes. Ouais. Juste une petite question. Président, l'opposition dit qu'elle n'a plus confiance en vous et qu'elle demande votre démission. Oui. Qu'est-ce que vous répondez? Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Moi, je ne suis pas venu à la suite je ne sais pas comment je vais dire ça. Je suis venu au titre du Conseil supérieur de la magistrature, en tant que commissaire. Et ensuite, j'ai été élu par mes pairs, commissaires. Nous étions 15, j'ai eu 9 voix, et celui contre qui j'étais en compétition a eu 6 voix. Alors, c'est une compétition. Ou c'est la loi qu'on respecte, ou c'est le désir de certaines personnes me demander de démissionner, mais je serai aise à démissionner si j'ai failli à ma tâche. Mais qu'ils me rapportent la preuve que j'ai failli à ma tâche. Je ne leur demande pas de venir demander ma démission, qu'ils commencent déjà à exécuter leur mission, qui est celle de porter à la connaissance de la commission électorale les irrégularités qui se trouvent sur la liste électorale. Et ainsi, on aura une liste électorale fiable. Très bien. Merci infiniment Ibrahim Kibiar Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le président de la commission électorale indépendante, la CEI. Merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci. Chers